8 mai, 15h, sur les Champs-Élysées. La foule commence à s'amasser. Le général de Gaulle va venir. Il n'a pas voulu attendre la signature définitive pour parler aux Français comme il l'avait fait le 18 juin 1940. Ce sera aujourd'hui un discours historique, radiodiffusé et retransmis place de l'Étoile, qui deviendra un jour place Charles de Gaulle. La guerre est gagnée. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. L'ennemi allemand vient de capituler devant les armées alliées de l'Ouest et de l'Est, tandis que les rayons de la gloire font une fois de plus resplendir nos drapeaux. La patrie porte sa pensée et son amour vers ceux qui sont morts pour elle. Quand De Gaulle arrive à l'Arc de Triomphe, il ne sait pas encore que des incidents très graves viennent d'éclater ce 8 mai en Algérie. À Sétif et Guelma, dans la région de Constantine, les fêtes de la victoire se transforment en manifestations indépendantistes. Des colons français sont massacrés. La répression est terrible. Le général Duval, qui commande en Algérie, écrira « Nous avons maté la rébellion, mais si on ne fait pas de réforme, ça recommencera dans 10 ans. » Déblayer les ruines des bombardements allemands, n'attend pas non plus la signature définitive pour fêter la victoire et rendre hommage à Churchill, dont on entend ici la voix célèbre annoncer la capitulation de l'Allemagne. General Jodl, the representative of the German High Command, and Churchill, Admiral Dönitz, qui a sauvé l'Angleterre et peut-être le monde en tenant tête, seul, à Hitler, au pire moment de l'histoire. La Royal Air Force, qui a gagné la bataille d'Angleterre, est maintenant à l'honneur. Le maréchal de l'air Tedder est à Berlin pour le grand moment, la signature définitive de la capitulation allemande. Il vient d'atterrir à Tempelhof, qui fut une base de la chasse allemande, et peut contempler avec respect l'un de ses pires ennemis, un Focke-Wulf 190, abandonné. Il voit arriver le signataire français, le général Delattre, que De Gaulle a enfin réussi à faire admettre et qui a droit à une réception soviétique à la mesure de l'événement. Mais quand Delattre parvient au quartier général des forces soviétiques à Karlshorst, près de Berlin, où va se tenir la cérémonie, il a une mauvaise surprise. Tous les correspondants de guerre sont là et il n'y a pas de drapeau français. Delattre entre dans l'une de ses célèbres colères. Il exige d'en faire fabriquer un de toute urgence. La délégation allemande arrive, avec à sa tête l'imposant maréchal Keitel, chef de l'armée, entouré du général d'aviation Stumpf et de l'amiral von Friedeburg. À Karlshorst, les soviétiques se font un plaisir de faire attendre les Allemands un long moment dans cette petite pièce où l'ambiance est, on l'imagine, des plus pesantes. Keitel, médaille d'or du parti nazi, était détesté par les généraux allemands pour sa bêtise, sa servilité envers Hitler. Le voilà maintenant aux mains des Russes, ses pires ennemis.
L'amiral von Friedeburg, qui a déjà capitulé devant Montgomery et Eisenhower, n'en peut plus de capituler. Zhukov ouvre la séance. Keitel entre en faisant, avec son bâton de maréchal, un salut théâtral auquel personne ne répond. On l'entend dire avec amertume « Comment cela? Il y a aussi des Français ?» Puis il fait mine de découvrir le texte de la capitulation. Ce qui exaspère Zhukov, qui fait dire à Keitel qu'il ne dispose pas de beaucoup d'options. Keitel sera pendu à Nuremberg. Friedeburg se suicidera sous le portrait de Dönitz. À Flensburg, le dernier gouvernement du Reich est arrêté. Dönitz, successeur d'Hitler, 10 ans de prison. Albert Speer, architecte de la chancellerie, ministre de l'armement, 20 ans. Jodl, pendu. Pour achever en beauté ce moment historique, Zhukov invite tous les participants à un banquet, avec beaucoup de caviar et surtout de vodka, pour les toasts à Staline. Radio Moscou émet son célèbre indicatif des grandes circonstances. Ici Moscou, dit le speaker vedette Yuri Levitin. Sa voix énergique a galvanisé les foules pendant toute la guerre, et Hitler avait mis sa tête à prix. Aujourd'hui, Levitin martèle « Le pays des soviets a sauvé la civilisation du fascisme allemand dans un combat sanglant. » Et les actualités soviétiques montrent aussitôt la joie dans le village natal de Staline. Le premier toast est pour le camarade Staline qui a vaincu le fascisme. Vyacheslav Molotov, le ministre des Affaires étrangères de Staline, est à San Francisco ce 8 mai. À la première Assemblée générale des Nations Unies, Molotov est acclamé quand il va à la tribune annoncer la fin de la guerre. Soudain, son discours se fait menaçant. Des millions de gens dans toute l'URSS sont prêts à reprendre les armes pour défendre leur patrie, dit Molotov à l'intention du secrétaire d'État américain Edward Stettinius et du délégué britannique Anthony Eden. Tous deux l'affrontent alors sur ce qu'on appelle la question polonaise. Staline est en train de faire main basse sur ce malheureux pays, au mépris de toutes ses promesses. Dans les ruines de Varsovie, les soviétiques organisent au même moment un rassemblement des rares survivants pour fêter le 8 mai. Les banderoles proclament « Avec l'Union soviétique pour l'éternité ». Les Polonais marmonnent « Pour l'éternité, d'accord, mais pas une seconde de plus ». Prague est depuis 3 jours en pleine insurrection contre l'occupant allemand qui fait encore usage de ses armes, malgré la capitulation générale. Les Tchèques se battent avant l'entrée des Russes. Il faut tenir. Les Américains arriveront peut-être avant. L'armée Patton a passé la frontière.
Ils ne sont pas loin. Leur avance est couverte de fleurs. Mais le général Marshall, à Washington, donne l'ordre à Eisenhower de stopper Patton et de laisser les Soviétiques prendre Prague. L'armée rouge entre dans la capitale tchécoslovaque. Le pari de Staline sur la faiblesse des Occidentaux est gagné.